climatologique. Et c'est malgré ces conditions que le professeur Miège a fait le voyage de Rabat et qu'il fera un autre voyage demain à 5 h du matin pour prendre l'avion de Casablanca à midi. Donc je voudrais d'abord, au nom de l'association Tétouan Asmir, vous remercier tous, et je voudrais aussi remercier le Centre culturel français ou l'Institut français de Tétouan pour avoir collaboré dans l'organisation de cette conférence du professeur Miège, qui nous parlera sur les sources françaises de l'histoire du Maroc. Je crois que la problématique des sources pour l'histoire du Maroc est fondamentale pour l'orientation future de l'historiographie. Et nous avons le privilège d'avoir le meilleur spécialiste de l'histoire marocaine du 19e siècle, qui a plus d'un demi-siècle d'expérience dans le domaine de l'histoire du Maroc. Il a épuisé les sources pour l'histoire du Maroc dans plusieurs archives européennes et autres. Et je crois, je voudrais aussi lui remercier en tant que grand ami de la recherche historique de Tétouan. Il a contribué au développement de l'historiographie de Tétouan grâce à son livre que j'ai eu le plaisir de collaborer avec lui, Histoire, c'est-à-dire Tétouan, ville andalouse marocaine, mais il a participé dans plusieurs colloques que nous avons organisés à la faculté sur l'histoire de Tétouan, et j'espère qu'il continuera d'enrichir l'histoire de Tétouan par ses efforts. C'est un chercheur infatigable, et que beaucoup de chercheurs plus jeunes que lui ont beaucoup à apprendre de son dynamisme, de sa conscience professionnelle et de son amour pour son métier. Donc je vous laisse avec le professeur Miège. Merci. Merci, mon cher ami, de cet accueil. Merci de vos accueils successifs. Et je souscrirai en partie à ce que vous avez bien voulu dire de gentil, sauf peut-être sur l'infatigable, car je me sens un petit peu fatigué. Mais je vois que la relève est assurée, et c'est un de mes grands plaisirs que de voir se développer, et si richement, la jeune école historique marocaine qui a produit déjà, et je pèse mes mots, des chefs-d'œuvre, des œuvres durables, et ceci grâce évidemment à cet effort qui est un effort collectif et pour lequel vous contribuez énormément. Je vous remercie d'être venu parce que je retrouve beaucoup de visages amis,
qui me sont chers, et parce que vous avez triomphé non seulement du temps, comme vous disiez, mais aussi d'un sujet qui est quand même un sujet assez aride, ces archives, un sujet un peu de métier, et je me sentais un peu comme ayant un oursin entre les mains quand je me suis demandé comment je prendrais ce sujet en main pour vous en parler. Il me semble qu'il faut d'abord avoir bien conscience, et une conscience qui n'est pas forcément très répandue, qu'il faudrait répandre, de l'importance de l'histoire. Car l'histoire, c'est une mémoire collective, c'est une mémoire partagée, et c'est bien évident, cette histoire partagée, collective, ressentie, qui fait une nation, et ce qui est évidemment essentiel et qui fait la citoyenneté des nations. C'est pour ça que je pense que tout ce qui touche à l'histoire a une grande importance, et tout ce qui peut assurer, disons, des ponts entre l'histoire scientifique, l'histoire des érudits dans leur cabinet, leurs fiches, leur ordinateur, et il faut bien le dire, parfois l'histoire frelatée de la vulgarisation de la presse, qui joue évidemment sur les effets immédiats et sur les effets de choc, ce qui n'est pas notre cas, puisque nous vivons quand même un petit peu, je ne dis pas en retrait, mais malgré tout, avec une distance que nous devons, en tant que chercheurs, respecter. Car le chercheur, il lui faut à la fois, et c'est la tâche évidemment remarquable et difficile, à la fois comprendre, et comprendre c'est participer, c'est être avec, c'est l'étymologie même, et en même temps expliquer. Expliquer, c'est être à l'écart, c'est être en dehors. Et c'est dans ce double jeu du dedans, de la participation, du sentiment et du dehors que l'historien doit constamment se placer. La deuxième remarque, je crois qu'il est important de faire, c'est que cette histoire, nous sommes un peu trop tentés d'en voir, je dirais, les pics, les sommets, comme dans un paysage, les falaises, et d'en voir aussi des moments. Or, ce qui est important, évidemment, c'est la longue durée. C'est ce qui, à la fois, est permanent, ce qui change lentement, ce qui fait la structure, le fondement d'une société, avec là aussi ce double, et vous le voyez, cette double difficulté de l'historien, qui doit être insensible à ce qui reste, à ce qui est permanent, et par conséquent un peu figé, mais qui doit être aussi extrêmement sensible à ce qui est nouveau, à ce qui est l'évolution, à ce qui n'est pas récurrent. Et donc il doit avoir toujours cette double vision de ce qui vient du tréfonds, ce qui vient du fond, ce qui est annoncé par l'avenir tel qu'on le perçoit. Et pour ces démarches, il est bien évident qu'il faut beaucoup de qualités individuelles. Il faut aussi que la société, que l'environnement, que le public soit un peu complice, si j'ose dire, de cette démarche. Et ceci m'a paru d'autant plus nécessaire, ce sera ma troisième remarque, si vous voulez, d'ordre général, que nous le savons bien que nous sommes dans un monde où s'impose la globalisation, l'uniformisation, la mondialisation, que les médias font que l'on vit au quotidien et que l'on vit presque à la même heure, à Tokyo, à Washington ou au fond du Maroc, et que dans cette banalisation, il y a partout, il y a, c'est chaque être humain, mais chaque collectivité, un besoin de se singulariser, d'être soi-même, de spécificité, de source, de particularité, d'identité. Et ce réflexe identitaire, nous savons combien il peut être dangereux, je le dis ouvertement, s'il est irrationnel, s'il est une ruée vers un mythe, vers un absolu que l'on n'aurait pas assumé. Je ne suis pas du tout contre ces choix absolus, mais à condition qu'il soit assumé entièrement.
Or, ici, l'histoire peut être un peu une antidote, parce que l'histoire permet justement de se retrouver, de retrouver son identité, d'opposer ses valeurs propres à ses valeurs collectives, de les opposer, mais aussi d'en faire un élément de ce qui doit être, malgré tout, notre objectif lointain, c'est-à-dire des êtres humains pouvant dialoguer, pouvant coopérer et surtout pouvant chacun apporter quelque chose de particulier. C'est pour ça que je suis pour la particularité, je suis pas du tout pour l'uniformisation, et je dirais, presque en confidence, que j'ai horreur de l'abolition des frontières qui ne permettent plus de voir que l'on change de pays. Autrefois, j'adorais passer en Italie, car je savais matériellement que j'allais de France en Italie. Maintenant, je suis en Europe, je suis très heureux d'être en Europe, je voudrais pouvoir rester aussi en Italie quand j'y vais. Donc, je crois que cet ensemble, si vous voulez, nous pousse à réfléchir sur cette histoire que vous avez, beaucoup d'entre vous ici, à faire, ou que vous avez tous ici en tant que citoyens à assumer et à connaître. Or, il est bien évident qu'un certain nombre de pièges ou de difficultés se présentent, et notamment, je n'en soulignerai au passage que deux, sans y insister, ce n'est pas mon propos. C'est d'abord, si vous voulez, la position, l'apriorisme en général, qui confond idées, car on ne fait pas de l'histoire avec des faits, on le fait avec des idées et idéologie. Une idée est quelque chose que l'on va soumettre à l'épreuve des faits historiques, une idéologie est quelque chose que l'on impose a priori à l'interprétation de ces faits. Donc, idée d'abord, idéologie peut-être, mais en fin de course et non pas en départ. La deuxième crainte, et elle s'atténue, c'est évidemment ce que j'appellerais le manichéisme. Une école historique s'est créée un peu en disant il y a une histoire coloniale, par conséquent cette histoire elle ment, puisqu'elle est coloniale, elle est mauvaise, donc il suffit de dire le contraire de l'histoire coloniale pour dire la vérité. L'histoire n'est pas aussi simple que cela, n'est-ce pas? Il est bien évident qu'il y a une histoire coloniale, il y a une histoire qui est une histoire trompée, faussée, mais il y a aussi une histoire de l'époque coloniale qui, elle, peut être de qualité et apporter, ne doit pas être, comme vulgairement, on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et il y a donc là un deuxième élément, je soulignerai quand même l'importance de ce fait et les apports, par exemple, d'un Michaud Bellaire, d'un Joly, de bien des chercheurs dont les travaux restent au moins factuellement essentiels. Enfin, il y a, et j'en arrive après ce long exorde, peut-être un peu trop long, j'en arrive à mon propos des archives. Il y a évidemment une tendance, il y a eu une tendance à juger finalement qu'un document était bon ou mauvais, suivant, j'allais dire, son ethnie. Et on a vu pousser au paradoxe, n'est-ce pas, un document arabe doit être bon, un document français est mauvais, ou vice-versa, et ceci, évidemment, est tout à fait anti-historique. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de marque sur un document. Il y a de bons et de mauvais documents, il y a de bons documents italiens et de mauvais documents italiens, il y a de bons documents arabes et de mauvais documents arabes, et il y a de bons et de mauvais documents français. Il y a simplement à connaître ces sources. Il y a aussi à en faire la critique interne et externe, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a donc à travailler continuellement à cet inventaire et à cette réflexion sur les moyens de faire l'histoire.
Ces moyens de faire l'histoire ont été, vous le savez, en grande partie bouleversés par ce que, à tort, à mon avis, on continue d'appeler la nouvelle histoire. Ce qu'on continue d'appeler la nouvelle histoire, et il y a eu encore tout récemment tout un flot d'éloges sur la nouvelle histoire au moment de la disparition de mon cher ami Duby, comme un des représentants de cette nouvelle histoire. La nouvelle histoire est née en 1928 par l'école des Annales en France. Il est bien évident qu'à 70 ans, permettez-moi de le dire, on ne se sent peut-être pas très vieux, mais on ne se sent plus très fringant. Ce n'est pas une nouveauté, une jeunesse, n'est-ce pas? Mais ce que l'on appelle au fond nouvelle histoire, c'est la rupture avec des siècles ou des décennies, siècles d'historiographie qui, d'une part, privilégiait l'histoire, ce qu'on a appelé l'histoire bataille, l'histoire des événements politiques, des batailles, l'histoire qui se voyait beaucoup, et qui négligeait l'histoire profonde, ce qu'on peut appeler l'histoire du non-dit, l'histoire justement de ces forces souterraines ou de longue durée que j'évoquais. Mais je crois que derrière cette nouvelle histoire apparaît maintenant, sans qu'on en soit bien rendu compte, un nouvel élément qui est l'irruption de l'informatique, l'irruption des moyens modernes de communication dans nos recherches. Et cette irruption, vous la connaissez tous, vous la pratiquez, parce que tous, peu d'historiens maintenant qui n'aient pas sa tablette d'ordinateur. Donc, je n'ai pas à vous en parler en soi. Mais je voudrais marquer deux éléments. C'est d'une part que, par cette informatique, l'élargissement de la consultation des archives, disons, l'élargissement des sources de l'histoire est presque infini. Là aussi, je suis obligé de parler de mon expérience, elle est souvent positive, parfois négative. Mais lorsque j'ai commencé mes recherches, imaginez le Maroc de 1950. Imaginez d'abord l'esprit. Imaginez les habitudes. Imaginez qu'il n'y avait pas de microfilm, qu'il n'y avait pas de photocopieuse, qu'il n'y avait pas de CNRS, et que par conséquent, il fallait soi-même aller sur les lieux, partout, copier à la main, ce qui demandait évidemment tout le temps disponible. Maintenant, vous avez quasiment dans la journée, vous pouvez avoir un document du Japon, des États-Unis, les archives viennent à vous, vous n'allez plus lentement, autrefois, comme le quêteur à pied, le pèlerin, chercher sa provende ici, là et ailleurs. Donc de ceci, il faut tenir compte, c'est-à-dire que votre éventail d'archives, pour vous, jeunes, je m'adresse surtout à eux, jeunes chercheurs, historiens, il faut que votre éventail de sources soit la plus large possible, et c'est d'ailleurs cet élargissement de l'éventail qui fait disparaître cette fausse querelle de la bonne ou de la mauvaise source, car lorsque vous avez le commentaire du même événement fait par 8 ou 10 personnes différentes dans 8 ou 10 pays, vous voyez tout de suite ce qui est sérieux, ce qui ne l'est pas, ce qui est vérace, je parie l'être, et ce qui manifestement est faux. Il y a aussi dans cette révolution informatique un autre élément qui a bouleversé, et de façon grave, si vous voulez, parce que ça met en cause la conscience même de l'historien et la maîtrise qu'il doit conserver de sa documentation. Je veux parler de l'histoire quantitative. Il est bien évident qu'il y a là une révolution qui est intervenue, et qui est intervenue
sans qu'on s'en aperçoive vraiment, parce qu'elle est intervenue malgré tout assez sournoisement, et pas d'un seul coup presque. Enfin, autrefois, lorsque l'histoire, et c'est pour ça aussi peut-être qu'elle était balbutiante, lorsque l'histoire économique, l'histoire maritime aussi commençait, eh bien tout ce devait se faire à la main. Vous imaginez évidemment la lenteur de ces comptabilités faites dans des dépôts d'archives. Or, maintenant, on peut mettre des millions de données dans un ordinateur qui vous livre immédiatement tous les éléments de votre interrogation. Et cette histoire quantitative a amené évidemment à bouleverser nos conceptions, du moins l'historiographie. D'abord parce que c'est elle qui a permis de modifier un peu le rapport entre l'ancienne histoire politique et les nouvelles histoires, je veux dire les nouveaux chantiers de l'histoire. On a vu ainsi se développer l'histoire économique, quantitative, par la reconstitution de séries, l'histoire sérielle, la reconstitution de séries statistiques disparues. On a vu la révolution extraordinaire dans la démographie, car avec l'école française, notamment de Dupaquier, on a pu reconstituer des états civils tout entiers, reconstituer des familles, reconstituer ce qui était jadis naguère impossible. On l'a vu, et ici plus étroitement encore, dans l'histoire maritime, qui était autrefois une histoire négligée, une histoire très charmante, car c'était l'histoire de petits bateaux qui allaient sur l'eau, c'est l'histoire de batailles navales qui sont toujours très spectaculaires, parce qu'elles ont toujours tenté les peintres, n'est-ce pas, et qui parlent à l'imagination. On voit tout de suite les corsaires barbaresques, on voit tout de suite Jean d'Arc, Duquesne et les corsaires français, on voit tout de suite. Et maintenant, on est à compter des petits navires, savoir d'où ils viennent, le temps qu'ils mettent pour aller d'un lieu à l'autre, leur cargaison, leur capitaine, leur affréteur. On fait parce que maintenant, on a donné une dimension, évidemment, que seule permettait l'histoire quantitative par l'enregistrement de tous les navires. Un projet, c'est là où on voit la collaboration, cette collaboration mondiale que j'évoquais, un projet international est en train de faire en sorte que soit recensée, c'est l'histoire de tous les bateaux qui ont navigué dans le monde. Et des dizaines de millions. Et les équipes nationales font des fichiers sur les mêmes normes, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de navires, de leur itinéraire, et on met tout ça sur l'ordinateur. Et l'on vient, et le professeur Benaboud a été au début, au balbutiement, a vu, et peut-être a été le parrain, un des parrains, dans un bureau de l'Institut français de Tétouan, vous en souvenez, cher ami, avec M. Boron, nous avons lancé une commission marocaine d'histoire maritime afin que l'on sorte justement de ces légendes, de ces mythes sur lesquels est encore entourée, dans lesquels baigne encore l'histoire maritime du Maroc. Ainsi donc, nous avons eu affaire, vous le voyez, à la fois à une nécessité et en même temps à des modifications. Or, il s'est trouvé que l'un allant avec l'autre, évidemment, des sources nouvelles s'ouvraient aux chercheurs. Et c'est évidemment, ici le cœur de mon sujet, de ces sources que je voudrais rapidement vous parler. Il est difficile d'éviter un peu l'énumération des dépôts, des séries, etc. J'essaierai de ne pas être ennuyeux au-delà du supportable, mais juste ennuyeux. Donc, si vous voulez, je placerai ces sources sous justement cette évocation que le professeur Benaboud signalait de la nouveauté. Je ne vous reparlerai pas des sources anciennes, simplement pour vous renvoyer à ce monument extraordinaire de l'érudition qui est à la fois un monument utile et qui marque aussi les limites qu'avait atteint une certaine historiographie, qui sont les sources inédites de l'histoire du Maroc. Beaucoup d'entre vous connaissent cette entreprise
qui a été lancé en 1905 et qui consistait à recueillir en Europe toutes les sources concernant l'histoire du Maroc. Ceci par série, par dynastie et par pays. Sources espagnoles, sources portugaises, sources anglaises, sources françaises. C'était donc, vous le voyez, fournir un corpus, un ensemble, évitant justement aux chercheurs des quêtes longues, difficiles, dans ces dépôts dispersés. Et ainsi furent publiés quelques 35 à 40 à peu près volumes qui représentent donc une masse considérable qui s'arrête suivant les pays à des dates différentes, généralement au XVIIe siècle. Je dis généralement parce que la série française a pu être continuée grâce à l'acharnement d'une petite équipe, à la fois de Français et de Marocains, qui ont tenu contre vent et marée, et au moment où l'histoire semblait un petit peu négligeable, au moment où il y avait des préoccupations plus urgentes, semblait-il, ont continué l'opération. Et pour la France, la série arrive jusqu'en 1740, c'est-à-dire juste après la mort de Moulay, tout le temps après la mort de Moulay Ismail. Mais les volumes ne peuvent plus être publiés. Il y a là une grande faille dans la coopération franco-marocaine culturelle, puisque maintenant ce sont des fascicules qui paraissent dans une revue et qui n'ont plus l'allure de ces beaux volumes des sources anciennes. Et ces sources donc déjà s'arrêtent en 1740, cela m'évite un peu de remonter plus haut dans l'histoire, sinon dans les archives. Et d'autre part, elles sont très marquées par l'esprit du temps, elles ont été faites entre 1905 et les années 60, où dominait l'histoire politique. Et de façon très curieuse, si vous voulez, ou du moins étrange, il n'y a pratiquement pas de sources économiques dans ces sources inédites. Et en particulier, tous les mouvements que je signalais, de navires, une grande partie de ce matériel a échappé aux chercheurs parce que, justement, il était préoccupé par cette notion d'histoire politique. Donc, à partir de là, et fondant sur ce socle quand même solide d'archives, je vous dirais qu'en France, nous avons à considérer trois types de fonds, trois types d'archives. Ce qui relève de l'État, donc des archives de caractère national, ce qui relève de services plus ou moins officieux, et ce qui est des archives privées ou locales. D'autre part, et ceci est important, les règles sont extrêmement strictes et elles ont été modifiées pour être alignées un peu sur les normes internationales. Autrefois, je veux dire jusqu'à il y a pas tout à fait une dizaine d'années, la règle était, et ceci sera important pour nous, la règle était dite des 50 ans. C'est-à-dire qu'on ne pouvait consulter des archives en France que si elles avaient plus de 50 ans d'âge. Et cette règle des 50 ans